supports qui sont en place pour vous orienter sur quelle terminologie on peut utiliser ou pas. Il y a aussi l'association des agences de conseil en communication, le jury de déontologie de la publicité, donc c'est lui qui va recevoir les plaintes émises quand il y a des actes des publicités qui ne font pas sens. Donc toute personne, ça peut être un particulier, ça peut être une personne morale, peut déposer une plainte auprès de ce jury. Il y a aussi le pôle éco-conception qui a travaillé sur tout ce qui est autodéclaration. Donc je vais y revenir après par rapport aux allégations environnementales, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit plein de mots sur les packaging. On ne sait pas toujours ce qu'il y a vraiment derrière. Est-ce qu'il y a une vraie démarche qui est mise en place ou pas? Je vais passer aux allégations environnementales. Est-ce que déjà c'est un terme qui vous parle? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, allégation environnementale? Je vois des noms, des oui. Est-ce que quelqu'un veut se lancer à nous dire ce qu'il pense que ça veut dire? Non? Allégation environnementale, ça veut dire c'est le message qu'on va faire passer dans notre communication et qui va donner l'impression d'avoir un impact positif pour l'environnement. Qui va dire que mon produit il est éco-conçu, du coup le consommateur quand il voit ça, ça lui donne confiance dans le produit. C'est tous les messages qu'on va faire passer qui vont avoir vocation à mettre en avant une démarche environnementale positive ou du moins qui cherche à réduire l'impact. Donc c'est tous ces termes, bio, éco, écologique, compostable, responsable, durable. L'idée des guides que je vous parlais tout à l'heure, c'est d'expliquer dans quel cas je peux utiliser ces termes, ce qu'ils veulent dire, ceux que je n'ai plus le droit d'utiliser. Il y a plusieurs termes qui sont considérés comme globalisants, c'est-à-dire préserve l'environnement, c'est-à-dire vert. Aujourd'hui, c'est des termes qu'on n'a plus le droit d'utiliser si ce n'est pas dans un cadre précis. Ils sont trop larges en fait, donc ça perturbe le consommateur. Il faut toujours avoir cette idée de précision en tête dans les termes qu'on utilise. Donc là, je vais faire un... Oui, donc ça c'est le guide de l'ADEME qui est intéressant pour creuser tous ces sujets-là. Il revient sur chaque allégation environnementale classique, biodégradable, durable, qu'est-ce qu'on met derrière, comment je peux l'utiliser. Donc il précise la définition, le périmètre, les règles et les sanctions. Donc, par exemple, sur le terme durable, aujourd'hui c'est un terme qui normalement peut être uniquement utilisé si on l'utilise avec développement durable. On peut l'utiliser sur un produit si on dit cette pile est plus durable que, il faut qu'il y ait une comparaison derrière. Voilà, je vais passer rapidement sur celui-ci. Après, éco-conçu, donc ça, il peut être utilisé uniquement s'il y a eu une démarche d'éco-conception derrière, donc selon la norme qui régule l'éco-conception, donc ce n'est pas un terme qui peut être utilisé comme ça. Il faut préciser ce qui est éco-conçu. C'est peut-être juste l'emballage, c'est la recette du produit, c'est important d'être précis. Je vais répéter plusieurs fois ce mot, mais c'est vraiment le mot-clé sur les messages que vous allez faire passer sur vos supports. Dans les termes, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu des études qui disaient que les consommateurs sont parfois perdus. Un des mots qui a fait débat, c'est biosourcé. Il y a eu une étude de Citeo en janvier l'année dernière, justement sur ce mot biosourcé, comment c'était perçu par les consommateurs. Donc ils comprennent bien que que c'est issu de matière végétale, mais du coup il y a une simplification qui est faite, qui est de se dire je peux le jeter dans la nature, c'est comme biodégradable. Il va se dégrader, du coup je peux le jeter dans la nature. Et ça peut être une incitation à jeter les choses dans la nature, c'est pas l'idée non plus. Donc bien être vigilant sur les termes qu'on utilise. Voilà, je vais redonner la parole à Marie. Merci Élise. Donc ça veut dire qu'il y a des pièges à éviter, et ça veut dire que dans les entreprises, entre ceux qui sont au marketing, ceux qui sont donc plutôt la partie commerce, et ceux qui sont aux achats, et ceux qui sont à l'ingénierie, il faut vraiment qu'il y ait un travail vraiment étroit entre ces fonctions, parce qu'on ne peut pas engager une stratégie de communication avec un impact positif si il n'y a pas la pluridisciplinarité et la bonne compréhension de ces termes. D'un côté, on a des choses qui sont très techniques de l'ingénierie, donc c'est ce que nous faisons en partie dans notre quotidien, et d'arriver à le vulgariser, à l'expliquer à ceux qui vont travailler sur les campagnes de communication, d'accord, internes ou sur les packaging, etc. Donc il y a vraiment un gros travail d'éducation finalement à l'intérieur de vos organisations. Et ensuite, là, on va regarder vraiment les pièges qui sont à éviter, d'accord, qui risquent de faire, d'avoir un impact plutôt négatif sur l'organisation qu'un impact positif. Alors, les principes à éviter, donc,
c'est la qualité d'une bonne communication RSE. Responsable, c'est vraiment la transparence et d'être humble, d'accord ? Ça ne sert à rien d'en faire des caisses, de vouloir mettre des informations de partout sur les sites internet, de multiplier le nombre de logos et d'informations. Des fois, quand on prend des produits, on ne sait même plus quelle est l'information clé importante. Et après, des fois, on a des QR codes, il faut retourner sur des sites internet. Enfin, il faut s'y mettre à la place aussi du consommateur. Est-ce que vraiment, il va y avoir un impact jusque-là ? Est-ce que le consommateur, il va aller jusqu'à rechercher sur le site internet? C'est assez rare. On va toucher une communauté de gens qui sont déjà initiés, des personnes qui sont déjà acquis à la cause. Donc, que recherche l'entreprise? Est-ce qu'elle recherche à changer les choses, à créer une vraie culture, à apporter une information simple et vraie, ou est-ce qu'on essaie d'en mettre de partout et on se dit, bon, mais on verra bien, au hasard, ça va peut-être toucher quelqu'un. C'est vraiment quelque chose d'important de réfléchir à ça. Donc ensuite, ce que disait Élise, c'est de prouver l'information. C'est-à-dire, c'est pas uniquement se retrouver face à un audit, un contrôle, d'expliquer, c'est d'être capable. Si, par exemple, il y a une campagne de dénigrement de ce que vous avez pu communiquer, d'être en capacité de réagir rapidement, d'accord ? La communication, c'est aussi de ne pas laisser de blanc et de pouvoir tout de suite donner l'information en toute transparence, tranquillité. Donc, ça veut dire que pour pouvoir prouver, c'est ce travail qui doit avoir été fait en amont. Ça veut dire qu'il faut avoir fait des analyses de cycle de vie, il faut avoir fait des mesures, il faut avoir fait de l'éco-conception pour se dire, ben voilà, aujourd'hui, on a pris la décision de choisir ce packaging, on a pris la décision de sourcer à tel endroit parce que c'est un compromis économique et environnemental et on est capable et on est à l'aise de l'expliquer. D'accord ? Ça ne sert à rien de mettre la barre trop haut et finalement de ne pas pouvoir tenir ses engagements. D'accord ? Et de faire du coup du greenwashing. Donc pour prouver, il faut avoir mesuré. D'accord ? Il faut vraiment faire ce travail au préalable. Sinon, on va vous montrer des exemples, donc d'être clair et précis, d'accord, de ne pas avoir des surfaces d'informations où on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus si c'est une allégation de santé, si c'est une allégation environnementale, si c'est une allégation de conseil de tri. Et ensuite, vraiment, la bonne communication, c'est d'impliquer, de sensibiliser et d'éduquer. Donc ça revient à ce que j'ai dit au départ, c'est d'avoir un plan stratégique de communication, d'éducation, de sensibilisation avec les parties prenantes internes, les parties prenantes fournisseurs et les parties prenantes clients et consommateurs. Pour chaque, il y aura vraiment une cible de personnes à éduquer, à informer et avec un message différent et des supports différents. Donc la notion de greenwashing, donc vous avez tous, je pense, si vous êtes là aujourd'hui, entendu parler de ça. Donc on parle du greenwashing, on parle du social washing aujourd'hui. Donc le greenwashing, c'est un terme qui est utilisé pour qualifier tout message publicitaire qui peut induire en erreur sur la qualité écologique, dans ce que vous disiez Élise, le biosourcé avec le biodégradable, le home compost, enfin on a vraiment des informations de partout. Donc qui peuvent induire en erreur sur la qualité écologique réelle d'un produit ou d'un service ou sur la réalité de la démarche de développement durable d'une organisation, quelles que soient ses modalités de diffusion. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est, vous allez voir dans une autre diapo, qui est dénoncé par des activistes écologistes, d'accord ? Bon, on peut aussi discuter de ce qui est fait, mais vraiment, il faut vraiment penser à ça en amont. Donc le greenwashing, souvent on va penser que c'est la promesse mensongère ou disproportionnée. Voilà, une erreur, quelque chose qui est faux. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi l'absence de preuves. Donc ce que disait Élise tout à l'heure, la notion de produit durable, d'accord, c'est trop globalisant. Ou même quand on parle d'entreprises dont la mission s'engage dans le développement durable, on ne peut aussi utiliser ce terme de développement durable que si on est capable de prouver qu'on agit à la fois sur l'aspect économique, sur l'aspect environnemental et sur l'aspect social. Si on n'est pas en capacité de pouvoir apporter des preuves sur ces trois axes de développement durable, du coup, c'est pareil, c'est mensonger. C'est trop globalisant. Ensuite, tout ce qui va être les représentations visuelles ou sonores suggestives. Donc, vous avez peut-être été face à des campagnes de publicité où on va y mettre un petit papillon au-dessus d'un champ qui est labouré avec un tracteur et on vous dit que c'est à forte valeur environnementale. D'accord ?
Et derrière, on ne sait pas forcément ce qu'il y a, d'accord ? Mais par contre, en termes d'image, c'est très suggestif. On va avoir aussi tout ce qui va être des musiques, des couleurs dans des campagnes aussi filmées, qui vont aussi suggérer tout de suite, on a l'impression que ça y est, c'est super écolo, alors que ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas vrai. Donc il faut penser à tout. Il n'y a pas que la phrase, il n'y a pas que le mot, il y a tout l'environnement de communication. Après, il y a aussi tout ce que le greenwashing, c'est également le fait de banaliser des comportements environnementaux négatifs. Donc par exemple, une campagne avec un message de développement durable où on va voir par exemple des personnes qui jouent avec un jet d'eau dans une pelouse, etc. Mais finalement, c'est quand même pas quelque chose qui est en accord avec le message qui est diffusé. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ça. Alors c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On va parler de ça, ben, finalement on parle de rien parce que tout pourrait être prêté avec un mauvais message. Mais vraiment c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Tout ce qui est le gaspillage de l'eau, tout ce qui va être le gaspillage des matières premières. Donc ça, il faut faire attention aussi dans sa manière de communiquer. On discutait tout à l'heure avec Élise sur une campagne qui avait été faite sur un distributeur qui disait écoutez, si jamais votre ordinateur il est cassé, c'est pas grave, ça peut arriver, hop, on en rachète un avec un message environnemental, le fait de trier les déchets informatiques, etc. Mais du coup, en fait, derrière, il y a un message de consommation non-stop. Donc ça, pareil, c'est vraiment des choses à réfléchir. Donc ensuite, il y a le dénigrement des comportements environnementaux positifs. Donc il y a aussi des campagnes aujourd'hui qui vont dénigrer un peu ces messages écolos, qui vont ridiculiser, d'accord ? Donc tout ça, ce sont des choses qui deviennent régulées aujourd'hui. Donc le greenwashing, c'est pas qu'une fausse information, c'est tout ça. Et on peut l'appliquer au social washing également, tout ce qui est les parties sociales. Donc les conséquences du greenwashing, ça va être la perte de confiance entre les consommateurs et l'entreprise. C'est aussi l'atteinte de la réputation et la marque employeur de l'entreprise. Et c'est également le frein au déploiement de véritables éco-innovations et à la transition écologique. C'est-à-dire qu'en fait, on reste sur communiquer pour créer à un moment donné une forme de différenciation pour booster les ventes et on n'est pas vraiment dans quelque chose de profond dans l'organisation. Donc, confusion dans l'esprit du public sur la réalité des efforts à entreprendre. Et aujourd'hui, on est tous des professionnels dans le métier de la bio, de l'environnement, dans nos activités, mais on est aussi des consommateurs et vous avouerez que parfois, on se dit mais on ne sait plus à quel sens se vouer. Alors là, on va partir un peu sur des exemples. Parfois, nous qui accompagnons les entreprises, on a des entreprises qui d'un coup rédigent une politique, des engagements sur leur site internet et derrière, en fait, il est impossible de pouvoir prouver. Alors, ça se fait beaucoup dans les activités de l'alimentaire où on dit, voilà, on est en train de développer, soutenir des filières durables. Ça, c'est un terme qu'on retrouve souvent. Sauf que derrière, développer des filières durables, ça ne veut pas dire uniquement travailler avec ce fournisseur depuis 10 ans. Ça veut dire vraiment comment on soutient, comment on développe, comment on maintient les activités de production, comment, au-delà des activités de production, on arrive aussi à maintenir l'économie sur un territoire. Donc c'est ça, un travail de filière durable avec des façons de mesurer avec plusieurs indicateurs. Si on n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas l'écrire, c'est faux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans les organisations, il faut être en capacité de produire un rapport de développement durable. Donc ça, on en a beaucoup parlé lors du Grenelle de l'environnement. Ça, c'est un peu disparu quand même des missions dans les entreprises. Mais avoir la possibilité de donner à un instant T une vision sociale, environnementale, économique de ces activités d'achat, de production et de commercialisation, c'est important. Des informations chiffrées sur les sites internet, donc on le répète, il faut vraiment avoir des données, être précis et également dans la manière de calculer, on va le voir plus tard. Aujourd'hui, vous allez être attendu sur votre façon de calculer. Donc on retourne dans l'ingénierie, dans l'analyse, dans la technique. Donc on ne peut pas calculer un indicateur n'importe comment, il y a des règles, il faut pouvoir se comparer aux autres. L'important, c'est qu'avoir une mesure qui soit comparable. Ça, c'est vraiment un élément très fort dans une démarche de responsabilité sociétale. Alors, ici, on a cette notion, aujourd'hui,
qui est sur la notion du carbone. Donc il faut faire attention à l'emploi des termes techniques, d'accord, de ne pas faire des raccourcis confusants et trompeurs pour la cible et de respecter les allégations environnementales. On emploie aujourd'hui le mot de on va être neutre carbone ou on est une entreprise bas carbone. D'accord ? Faire attention, derrière, c'est pas la même chose. Ça sous-entend qu'on n'a pas fait le même travail. D'accord ? Donc on va parler de réduction du CO2 ou du CO2 équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas de quoi on parle. Donc, quand on apporte un terme, si on veut être très technique et très pointu, il faut être capable de faire vraiment ce travail d'explication. Alors, la réglementation, aujourd'hui, donc, elle a évolué. Donc, il y a la loi climat et résilience, qui est une loi qui est sortie donc, cet été, et donc qui aujourd'hui détermine vraiment comment on utilise les allégations environnementales et qui interdit vraiment le principe de l'affirmation dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation équivalente. C'est interdit. Excepté si l'organisation est capable de prouver qu'elle a fait son bilan carbone, qu'elle a recherché à éviter, réduire et compenser ses émissions carbone et qu'elle a défini sa trajectoire carbone, c'est-à-dire aujourd'hui il y a une trajectoire carbone qui est définie au niveau national, une trajectoire carbone qui est définie au niveau européen, au niveau mondial. Quelle est la trajectoire carbone de l'entreprise, de pouvoir la justifier, qu'elle met en œuvre un ensemble d'actions en vue de réduire et avoir un modèle de compensation qui soit conforme aux directives en vigueur. D'accord ? On ne compense pas le carbone n'importe comment. Il y a des règles. Donc vous voyez, c'est vraiment le travail. Si je veux communiquer là-dessus, je dois forcément faire un travail avec les équipes du développement produit, du développement service et des achats. Dernière notion qu'on souhaitait vous partager ce matin, c'est la notion de green trolling. Donc aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont activistes et qui vont dénoncer, qui scrutent les campagnes de communication dites responsables des entreprises et qui sont très militants et qui vont du coup vous faire votre contre-communication. Donc bon, il y a des exemples, vous en avez entendu parler, mais là par exemple on a mis l'histoire d'un camion où il y a marqué « ce camion roule au gaz naturel », donc du coup c'est quelque chose qui est éco-conduite, d'accord ? Sauf qu'on est dans encore une ressource naturelle, donc on est dans le puisement des ressources naturelles, donc on n'est pas du tout dans ce qui est attendu, de ce qu'il faut faire, et on est avec du verre, grand placard sur les camions, donc on va suggérer que tout ce qui est écrit ici est vrai, alors que quand on analyse le message, c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment faire très attention parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous le savez, c'est très puissant. Donc pareil, dans les entreprises, tout ce qui est la place des community managers est très importante parce qu'il faut réagir rapidement. Donc ça, c'est le green trolling. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu quelques outils qui peuvent être utilisés, qui ne sont pas forcément encore bien stabilisés, puisqu'on attend aussi des précisions au niveau réglementaire. Et puis, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a été capable, nous, de réaliser. Donc, des outils. Donc, ça, c'est tout ce qui est l'affichage environnemental. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment stabilisé. Donc, c'est un petit peu ce que vous avez vu apparaître, le Yuka Score environnemental, d'accord ? Et des informations que les entreprises peuvent aujourd'hui, par exemple, utiliser. Toujours se poser la question, comment c'est calculé derrière ? Est-ce que c'est le même mode de calcul ? Est-ce que ce sont des valeurs qui sont très généralistes appliquées à son produit ou est-ce que c'est la réalité ? Donc ça, il faut faire très attention parce que selon le mode de calcul, vous pouvez quasiment avoir 2 points d'écart, c'est-à-dire que vous pouvez être en note C pour un calcul très généraliste et si c'est une mesure qui est précise vraiment à votre organisation, vous pouvez par exemple passer en note B. Donc c'est pas négligeable. Donc c'est un enjeu important.
Là, c'est un exemple d'une entreprise, donc c'est pas de l'alimentaire, mais c'est une entreprise qui a vraiment développé une stratégie de communication. Donc c'est pas que des aspects environnementaux, mais c'est aussi une entreprise qui s'est posé la question sur sa cible, ces femmes, et c'est pas que des femmes avec des longues jambes bien fines, etc. Mais c'est toucher toutes les femmes. Donc là, du coup, ça a été une innovation produit pour arriver à toucher toutes les morphologies. Et puis également, ils ont fait tout ce qui est la partie des collants pour les femmes de couleur. Donc là, il y a aussi un travail, d'accord, qui est vrai sur le côté plutôt social, tout ce qui est non discriminant. Et donc, ça a été une vraie réflexion à l'éco-conception des produits et ça a été une pleine réussite en termes de communication responsable. Ensuite, on a cet exemple. Là, il faut faire aussi très attention. Donc, il y a des autodéclarations. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, ça peut être également des pièges. Donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles on essaye d'attirer la vigilance des entreprises. C'est-à-dire que se mettre à mettre des logos comme ça, bleu, blanc, rouge, se mettre à mettre des messages comme ceci. Si derrière, on n'est pas capable de prouver selon des règles bien précises que l'entreprise, elle est engagée, elle est capable de produire des résultats, c'est quelque chose qui va faire un flop. Ça va durer une fois, mais ça ne va pas continuer. Ensuite, il y a également donc, tout ce qui est, d'accord, si il y a une information comme ceci, vous voyez ici sur le site internet, on est capable d'aller retrouver des informations précises, d'accord, et après, on est capable de les mettre à jour régulièrement. Alors, du coup, celui-ci, je vais te laisser l'expliquer sur cette partie-là. Donc, des exemples de support. Alors, je me rappelais plus de cette diapo. Donc, ici, vous voyez, des exemples vraiment de support, d'information avec des résultats et des entreprises qui sont capables de faire cette communication tous les 2 ans. D'accord ? C'est pas tous les mois. Les choses, il faut leur donner aussi le temps, d'accord. La RSE, tout ce qui est les démarches environnementales ou même de tous les aspects sociaux, c'est des choses qui se font sur le long terme. Mais d'être capable de rendre compte dans un format sur les mêmes indicateurs des informations où on va voir l'évolution de l'organisation. Ça apporte vraiment beaucoup de crédibilité. Et ici, on a un exemple de communication, cette fois à l'intérieur de l'organisation, pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'une démarche de RSE et de toucher tous les aspects de la RSE, toutes les questions centrales, et pouvoir les expliquer avec à l'intérieur des exemples, des chiffres à l'appui pour que les collaborateurs comprennent aussi vers quoi on veut aller. Donc là, on est dans le côté sensibilisation, mais éducation. Alors, je terminerai. Donc ceux qui sont venus en métro, j'espère que vous aviez le bon plan. Alors, je vous explique. Comme je vous ai dit au début, pour ceux qui étaient là, on est un groupement de cabinets de conseil et nous, on a voulu faire un travail de communication pédagogique pour expliquer ce qu'était la RSE. Et pour faire le lien avec ce qu'on a dit depuis tout à l'heure sur la communication responsable, on ne peut pas s'engager dans une démarche de communication, d'éducation, de sensibilisation auprès de ces parties prenantes et des consommateurs si on n'a pas fait un vrai travail d'entreprise pour matérialiser sa démarche de responsabilité sociétale. Ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que vous voyez ici, c'est un peu la carte de métro de la RSE. On peut faire partie de la gouvernance, ok ? Et on peut très bien aujourd'hui travailler en étau, admettons tout ce qui est la partie marketing, on va travailler ici tout ce qui est les relations liées aux consommateurs. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que de toute façon, à un moment donné, on se rejoint tous à un seul endroit, c'est à Châtelet-Les Halles. Et cette station de métro, ici, c'est vraiment l'endroit où on doit faire les analyses de risque, les mesures, tout ce qui est analyse de cycle de vie, tout ce qui est les analyses de risque RSE. Et à partir de là, on peut organiser une communication responsable et on peut retravailler sur toutes les questions centrales de la RSE et s'arrêter ou pas à une station de métro. Ok ? Donc ça, c'est un travail. Ça veut dire qu'en amont d'une démarche de communication responsable avec un vrai impact positif à l'intérieur de son organisation et à l'extérieur, il faut quand même faire ce travail de savoir où est-ce qu'on en est, comment on doit se positionner et qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, la conclusion,
c'est aujourd'hui pour toucher le consommateur, veiller à informer en amont l'ensemble de ses parties prenantes. La RSE doit être synonyme de transparence, de sincérité. Informer progressivement ses parties prenantes est un enjeu primordial pour toucher le consommateur, mais également le convaincre de la sincérité de sa démarche. Si les fondations n'y sont pas, le message n'y sera pas sincère et suivi dans le temps. Chaque argument doit être accompagné de preuves et accessible à qui vous vous adressez. Donc ce que je vous disais, la partie du site internet, du QR code, est-ce qu'on va retourner, est-ce que ça va être facile ? Le cadre réglementaire autour de la communication responsable, on vous a donné quand même pas mal d'informations au début. Il faut vraiment se référer et puis ça évolue en continu. Anticiper les futures réglementations est un enjeu fort pour une communication durable. Donc ce n'est pas réservé au service qualité et environnement de l'entreprise. C'est vraiment un travail transversal. Et chaque entreprise peut communiquer de manière sécurisée sa démarche à partir du moment où elle a fait le choix d'un discours modéré et proportionnel à ses impacts et ses actions. Donc, le fait de savoir où je vais, parce que j'ai bien identifié aujourd'hui comment se matérialise la responsabilité sociétale à l'intérieur de mon organisation, je peux communiquer à tous les niveaux. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions? Vous n'êtes pas curieux? Tout a été clair? Bon, alors moi je vais vous en poser une. Qui aujourd'hui a déjà mis en œuvre une démarche de communication sur ses packaging, sur son site internet? Bonjour à tous. Après, on a 2 magasins, donc forcément de la communication on en fait. Après, on communique plutôt sur les produits que sur la démarche RSE parce que aujourd'hui on a des magasins bio, donc c'est plutôt les marques qui vont s'en occuper. Mais là, ma conjointe, elle est graphiste et elle fait des packaging justement pour des marques. Donc après, c'est eux qui transmettent plutôt les informations qu'autre chose. Donc on n'est pas dans cette démarche, on va dire, de RSE. Mais en revanche, c'est sûr que c'est une grande globalité à... Comment dire ? Enfin, il y a énormément de concepts à prendre en charge pour l'élaboration d'un packaging, pour la communication. Et on le voit quand on va faire nos courses, effectivement, en tant que consommateur. Enfin, là, vous montrez la marque Lu, les Monoprix, les choses comme ça. Bon, bah, c'est pareil que c'est un peu... ça donne envie, on va dire, de dénoncer et de comment dire Oui, alors en Ouais. fait, effectivement, vous, dans ce que je comprends, vous utilisez une communication Ouais. qui est déjà complètement élaborée pour vos démarches. Mais après, c'est pareil dans les magasins. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution. Ça reste pas uniquement sur le packaging, mais il y a aussi des totems avec des explications. Donc, Ouais, ça va un peu plus loin. Et même les distributeurs qui ne sont pas de la bio, aujourd'hui, ils sont en capacité d'apporter vraiment des grosses opérations d'éducation aussi. Moi, j'avais vu un exemple dans une société de vin qui avait expliqué ce que c'était que Befriendly, ce que c'était que le bio, ce que c'était que le HVE. Il y avait vraiment un stand avec des cartes, des explications, donc pour que le consommateur puisse s'y retrouver. D'accord. Ouais, c'est quand même assez rare de voir ça maintenant. C'est rare, mais Ouais. il y a des gens qui Ça font des commence, choses bien ça, quand c'est même. Ok. Pas de questions? Bon, ben écoutez, vous pouvez nous retrouver. On est sur le stand C81 si vous avez si vous voulez qu'on discute plus en tête à tête, et sur le stand C81 avec l'entreprise Force Sud.